plus 4 degrés. Les populations les plus précarisées ont peu d'accès aux espaces verts, alors que ces espaces verts vont être un élément crucial de l'adaptation. Quelqu'un qui vit dans une maison qui est bien isolée et qui va donc consommer moins d'énergie en hiver, va aussi être bien isolé en été. Bruxelles, par exemple, au centre de Bruxelles, il va faire beaucoup plus chaud que si vous allez dans la grande banlieue bruxelloise. Tous les matériaux lourds stockent et gardent longtemps l'énergie thermique. Le matériel qui est utilisé en fait a une capacité à stocker, très grande capacité à stocker de la chaleur, et toute cette chaleur en fait elle est rejetée la nuit. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet. Bonjour à tous. Dans le premier épisode de ce podcast consacré au réchauffement climatique, nous avons vu que l'augmentation de température à laquelle il faut s'attendre pour la région bruxelloise est de l'ordre de 4 degrés. Nous avons également attiré l'attention sur la multiplication des vagues de chaleur qui risquent de nous frapper de plus en plus souvent pendant l'été et pour des périodes de plus en plus longues. Dans ce deuxième épisode de Bruxelles plus 4 degrés, nous allons nous arrêter sur le phénomène de l'îlot de chaleur urbain. Qu'est-ce qui explique qu'en ville, il fasse plus chaud qu'à la campagne ? Nous allons faire connaissance avec un nouvel interlocuteur dans ce podcast. Il s'appelle Leo Van Broek. Il est architecte et ingénieur civil. Dans le passé, il a été le bouwmeester, le maître architecte de la région flamande. Désormais installé à Bruxelles, il est le président du comité d'experts pour le climat qui est chargé de conseiller le gouvernement bruxellois en matière de politique climatique. Et nous lui avons demandé, pour commencer, de nous expliquer ce phénomène de l'îlot de chaleur urbain. C'est très simple. Si vous mettez une casserole en fonte dans le four et vous voulez le sortir, vous allez brûler vos mains. Tous les matériaux lourds stockent et gardent longtemps l'énergie thermique, la température. Et donc une ville, due à sa masse de béton, dans les façades, dans les rues, est un stock de chaleur. Et donc la nuit, la température de l'air dans une ville est entre 3 et 6 degrés plus haute que la température de l'air nocturne en campagne. Et ça, c'est l'îlot de chaleur. Et donc, par exemple, la planète vient de dépasser 1,5 de réchauffement. Bruxelles vient de dépasser 3 degrés. On retrouvera Leo Van Broek un peu plus tard dans cet épisode. On lui demandera notamment si construire autrement et ajouter des espaces verts peut nous aider à faire baisser la température. En attendant, on va tenter d'objectiver ce qu'il vient de nous dire. Quand il annonce un réchauffement 2 fois plus élevé en région bruxelloise qu'ailleurs à cause de cet îlot de chaleur, l'affirmation est-elle scientifiquement validée ? Pour le savoir, on va retourner au Centre fédéral climat sur le site de l'Observatoire à Uccle. Le professeur Rafik Hamdi décompose l'îlot de chaleur urbain en 3 phénomènes distincts qu'il additionne. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la géométrie de la ville. C'est comment est-ce qu'on construit les bâtiments et comment est-ce qu'on met les bâtiments un à côté de l'autre. En fait, c'est la densité des bâtiments, par exemple la largeur des rues et tout ça. Et donc ça, c'est le premier facteur qui contribue à ce tout îlot de chaleur urbain, et il peut contribuer jusqu'à 1,5 degré de réchauffement urbain. Donc ça, c'est vraiment réchauffement urbain. Le deuxième facteur qui vient, c'est ce qu'on appelle les activités anthropogéniques. En fait, c'est tout ce qui est en fait lié aux activités humaines. Par exemple, on utilise le chauffage, ou bien des flux qui viennent de l'industrie ou quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les activités anthropogéniques. Et donc ça peut augmenter la température locale au niveau de la ville jusqu'à 1 degré. Le troisième paramètre, en fait, c'est un paramètre qui est lié aux matériaux qui sont utilisés pour construire les villes. Le matériel qui est utilisé, en fait, a une capacité à stocker, très grande capacité à stocker de la chaleur, et toute cette chaleur, en fait, elle est rejetée la nuit. Et donc, ces facteurs, en fait, de matériel qui est utilisé pour construire, ça vient en troisième position, et il peut, en fait, influencer entre 0,5 jusqu'à 1 degré de réchauffement au niveau de la ville. La géométrie, la densité du bâti, les activités humaines, les matériaux. Au total, cela ferait donc 3 à 4 degrés de chaleur en plus, suivant qu'on se trouve à la campagne ou au milieu d'une grande ville. Tout cela, ce sont des calculs théoriques, me direz-vous. Alors nous avons opéré une seconde vérification en interrogeant Cathy Clairbeau. Elle est chercheuse en physique de l'atmosphère et travaille pour moitié au CNRS en France, pour moitié à l'Université libre de Bruxelles, au laboratoire Square. Et ces satellites
confirme que cet effet grande ville est une réalité. Effectivement, on le voit par satellite et on le voit avec notre satellite. Donc ce qu'on fait, c'est on a un passage tous les matins et un passage tous les soirs. Et le satellite, il voit bien, même quand il fait nuit, parce que c'est dans l'infrarouge, donc il voit très bien. Et on peut comparer ce qui se passe de jour et de nuit, et au-dessus de la ville et dans la campagne environnante de la ville. Et on voit très très bien une différence de au moins 1, mais souvent 2 degrés entre le centre de la ville et ce qui est aux alentours. Et donc, on voit, et cette chaleur persiste en fait même pendant la nuit. Et donc on voit qu'on a des différences qui vont jusqu'à 3 degrés quand il y a des événements de canicule au centre des villes. Donc Bruxelles par exemple, au centre de Bruxelles, il va faire beaucoup plus chaud que si vous allez dans la grande banlieue bruxelloise. 3 degrés de différence entre Bruxelles et sa périphérie, c'est donc particulièrement significatif. En région bruxelloise, on compte 7528 habitants au kilomètre carré, c'est 20 fois la moyenne nationale, 35 fois la moyenne wallonne. Saint-Josse, Saint-Gilles, Koekelberg, Schaerbeek, Molenbeek, le quartier de Laken sont 8 fois plus denses que Watermael-Boisfort, Uccle ou Oderghem. Ce qui amène le politologue François Gemène à poser ce constat. En matière de changement climatique, ce sont les plus modestes qui seront les plus touchés. Bruxelles est déjà une ville très inégalitaire. C'est une des rares capitales dans les pays industriels où la population la plus pauvre habite en plein centre-ville et où les populations les plus aisées ont plutôt tendance à aller vers les banlieues, essentiellement vers les banlieues sud. On peut s'attendre à Bruxelles, effectivement, à ce que ce phénomène inégalitaire soit exacerbé avec les populations les plus pauvres qui vont habiter en plein centre-ville, donc davantage touchées par les effets d'îlots de chaleur urbains, dans des logements plus exigus, avec peu d'accès aux espaces verts. Ça, c'est aussi un grand élément. Et plusieurs études montrent que dans la plupart des villes, les espaces verts sont accessibles avant tout aux populations les plus aisées et que les populations les plus précarisées ont peu d'accès aux espaces verts, alors que ces espaces verts vont être un élément crucial de l'adaptation. Et donc oui, à Bruxelles, il faut s'attendre à ce que ce phénomène d'inégalité dans l'habitat soit exacerbé, a fortiori, si l'on considère que ce sont aussi des populations qui ont de moindres possibilités financières de partir en vacances ou en week-end et qui habitent dans des logements plus petits et souvent moins bien isolés que les populations plus aisées qui habitent souvent dans des maisons qui ont la possibilité d'avoir des logements davantage isolés et donc davantage résistants à ces vagues de chaleur. Il va y avoir des différences locales. Jean-Pascal Van Yperseel, climatologue à l'UC Louvain. En termes d'augmentation de température, mais il va aussi y avoir des différences qui sont peut-être encore plus importantes, qui sont liées à la qualité de l'habitat. Parce que quelqu'un qui vit dans une maison qui est bien isolée et qui va donc consommer moins d'énergie en hiver, va aussi être bien isolé en été et bénéficier du fait que les vagues de chaleur vont pénétrer moins facilement dans la maison et être moins dommageables pour la santé de ses habitants. Et donc, des personnes qui vivent sous un toit mal isolé au nord de Bruxelles et qui n'ont pas les moyens de se payer non plus un système de conditionnement d'air qui consomme beaucoup d'énergie, qui coûte très cher à l'usage, ces personnes vont être beaucoup plus vulnérables aux effets des vagues de chaleur que les personnes qui vivent dans une grande maison bien isolée à Uccle ou près de la forêt de Soignes. Donc ça, c'est clair. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est commun à toutes les populations dans le monde. Les pauvres sont presque toujours les plus vulnérables par rapport au changement climatique, et c'est ce que j'appelle la double injustice des changements climatiques, parce que ce sont aussi les personnes qui ont le moins contribué aux émissions qui causent le problème. Ce sont des personnes qui ne prennent pas l'avion, ce sont des personnes qui consomment beaucoup moins que les autres et qui ont donc peu contribué à ce dérèglement du climat. Dans les années qui viennent, les inégalités sociales vont donc être encore renforcées par les effets du réchauffement climatique. Ce sont dans les quartiers les plus populaires, qui sont les plus denses, que la température grimpera le plus haut. Contrairement aux idées reçues, ce n'est donc pas un luxe de se poser la question du climat. Ça risque même rapidement, dans les quartiers les plus modestes, de devenir une véritable urgence. Après avoir posé ce constat, nous allons maintenant essayer d'esquisser des pistes de solutions.
On retrouve Léo Van Broek, l'architecte devenu président du Conseil des experts pour le climat de la région bruxelloise, et il résume cela avec un concept, le réensauvagement des espaces urbains. On attend de cette planète un comportement d'un athlète en performance pour nous, en service écosystémique, mais cet athlète qui doit courir 3 marathons par jour pour nous, on ne donne pas à boire et on ne laisse pas perspirer. Et donc, faire des villes perméables, des rues plantées aussi avec une canopée d'arbres qui ombragent les rues. Ne pas tondre les gazons, le fond d'un gazon herbeux avec des hautes pailles et des fleurs. Entre les pailles en bas, il y a des différences de température qui sont jusqu'à 10 degrés moins hautes qu'un petit gazon tondu qui est dans 2 semaines de canicule, il sera brun et brûlé. Donc, réensauvagement de la nature urbaine, des parcs, des gazons, des étangs, des roseaux partout. Et on va sauver des fortunes de frais d'entretien. Ça, c'est donc quelque chose qui politiquement est facile. Et ce n'est pas seulement les grandes friches qu'il faut soigner, même si on y construit un peu, quand même miser sur un maximum de nature aussi sauvage, aussi dense et verte que possible, et pas tout doit être accessible. On doit le faire avec les jardins privés, on doit le faire avec, par exemple, la première dalle de trottoir contre une façade n'est pas nécessaire. Tu ne peux pas marcher là, tu vas te gratter les épaules contre les façades. Donc faire systématiquement de la verdurisation de cette frange des trottoirs. Ne jamais encore avoir des rues avec un système d'égouttage, ça devrait être défendu. L'eau pluviale doit être tout de suite captée dans des tranchées. Des petits canals avec des roseaux dedans, avec des étangs. Et même les systèmes carrossables, donc les revêtements des voiries, pourraient être drainantes et perméables. Si on peut aussi miser sur des toitures vertes, parce que là aussi, ça devient un système pour capturer les rayons de soleil, pas dans la masse, mais dans des plantes. Un système d'évaporation, et tout le monde qui a porté un t-shirt mouillé connaît le sentiment de refroidissement que ça vous donne tout de suite. Parce que dès que de l'eau évapore, ça vous donne du froid. La végétation, elle fait quoi ? Franck Patein, climatologue à l'Université libre de Bruxelles. Avec la chaleur, elle va évaporer de l'eau, évapotranspirer en fait, via le feuillage. Et donc ça, c'est quelque chose qui demande de l'énergie et ça diminue la température. Donc en fait, avoir de la végétation rafraîchit l'environnement. Alors oui, évidemment, il y a énormément d'endroits à Bruxelles où on a nettement un manque de végétation. Il y a de l'asphalte, il y a des bâtiments, des toits qui absorbent de l'énergie. Et l'effet, c'est surtout en été et pendant des canicules que ça empêche un refroidissement pendant la nuit. Et donc une accumulation de la chaleur à l'intérieur de la ville, qui fait qu'avec une période caniculaire de plusieurs jours, voire une semaine, qu'il y a donc des hausses de température qui peuvent être plusieurs degrés supérieurs si on le compare avec la campagne, par exemple. On dit 2, 3, peut-être 4 degrés. Oui, certainement. Et donc, si en sachant qu'on a aussi une population à certains endroits plus âgée à Bruxelles, si on ajoute ces excès de température, en sachant qu'il y a un excès de mortalité, on peut aussi expecter qu'à Bruxelles, la mortalité sera aussi, pendant les périodes canicules, nettement plus importante qu'à d'autres endroits ici en Belgique. Le réchauffement climatique, ce n'est donc pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de santé publique. Nos aînés qui habitent de vieux immeubles mal isolés, confrontés au double phénomène des étés caniculaires et des îlots de chaleur urbains, risquent demain d'en être les premières victimes. On y reviendra dans un prochain épisode. Bruxelles, plus 4 degrés. Ajouter des espaces verts, se mettre à l'ombre, sous les arbres, couvrir les bâtiments, multiplier les points d'eau, ce serait donc la première chose à faire pour essayer de lutter contre le phénomène de l'îlot de chaleur. Évidemment, la tentation sera grande, pour ceux qui en ont les moyens, de quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. Mais attention, c'est une fausse bonne idée, prévient Léo Van Broek. Aimer la campagne, ce n'est pas habiter dans un lotissement, parce que là, on a déjà presque détruit tous nos paysages de campagne.
Parce qu'un village rural est un village entouré de pâturages et de forêts, de nature et d'agriculture. C'est pas le cas en Belgique. Ah non, les villages sont entourés de lotissements, de kilomètres de voiries avec des maisons 3-4 façades, des shopping malls au milieu de nulle part, un peu d'industrie. Ça, c'est l'origine des embouteillages. C'est l'origine de notre dépendance à la voiture. On a le record européen en dépenses payées pour des voitures. On a 3 fois la quantité moyenne des autres pays membres de l'Europe. On n'est pas seulement au top, mais on est presque seul au top. Et 60% des Belges n'habitent pas dans un village ni dans une ville, mais au milieu de nulle part, avec un double abonnement aux embouteillages. Et ces gens-là sont subventionnés par l'État, c'est par leur faute. Une maison là-bas coûte entre 4 et 5 fois plus à l'État. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la ville est donc la réponse au problème du réchauffement climatique. Parce qu'en concentrant les populations dans les grandes villes ou dans les villes moyennes, on libère de la surface à la campagne. On peut rendre ces surfaces à la nature, aux forêts par exemple, qui pourront absorber du dioxyde de carbone, à condition, bien sûr, d'aménager nos villes différemment pour les rendre vivables. Pour Léo Van Broek par exemple, l'avenir est aux immeubles en forme de pyramide. On aligne beaucoup trop les corniches et les hauteurs sont trop constantes. Des bâtiments qui sont taillés en forme triangulaire dans leur profil et en forme de l'orientation où se trouve le sud, l'est, le nord et l'ouest peuvent être dessinés et conçus d'une telle façon qu'ils captent en été, lorsque le soleil est beaucoup plus haut, un minimum de soleil et un maximum d'ombre, et en été, avec un éclairage plus bas, qu'ils captent des gains de soleil, donc qui minimisent le besoin de refroidissement en été et qui minimisent le besoin de chauffage en hiver. Et l'intelligence artificielle pourrait nous aider avec ça aussi. La modélisation de la morphologie n'est pas juste seulement une question d'architecture, de conception, de goût et de couleur, mais aussi un calcul thermique. La forme des bâtiments, les matériaux utilisés, la verdurisation systématique des toitures, l'isolation, les économies d'énergie, mais aussi des transports plus collectifs et des déplacements moins importants, l'ingénieur Léo Van Broek a encore toute une série de solutions à nous proposer. On va lui laisser la conclusion de cet épisode. Pour lui, le réchauffement climatique est un symptôme. Il faudrait donc aller voir beaucoup plus loin. La crise que nous vivons est une crise de l'écosystème dans sa totalité. C'est cette nature, cet écosystème qui est un manteau de la Terre à 3 couches, l'eau, le sol et l'air. Et ce n'est pas seulement les gaz à effet de serre et le réchauffement du climat dans cette atmosphère qui a causé par exemple le fait que l'océan est plein de plastique, que par exemple on a éradiqué 85% des vertébrés et même des lions 99%, que la pollution est énorme, qu'on a des inégalités dans la machine économique qui fait qu'il y a des gens qui subissent la crise écologique de façon beaucoup plus pénible que des autres. Et donc la maladie est systémique. Ce n'est pas une fièvre, c'est une vraie maladie de tout le système. Ce n'est pas seulement un réchauffement du climat, on est en train de détruire notre propre machine d'oxygène. Et cette nature, c'est notre maman. C'est le système qui a créé toutes les formes de vie. La planète est en train de mourir parce que son système naturel n'a plus de place. C'est très simple. Ce n'est pas de la mathématique, 2 sur 2 est égal à 4, mais on dit qu'à peu près la moitié de la nature devrait être, de la planète devrait être de la nature protégée. Ce qui fait heureusement, parce qu'il y a des zones qui sont vides de vie humaine, comme le Groenland, que les continents avec une population dense, comme ici chez nous en Belgique, pourrait se limiter à 30% de nature. Ce n'est pas énorme. On a, en réserve protégée strictement, on a moins que 5% dans la Belgique. Mais avec Natura 2000 et les autres et un peu d'effort, dans 10-20 ans, on pourrait avoir 30%. Bruxelles, plus 4 degrés. Un podcast de Fabrice Grosfilet.
Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de notre podcast. Dans le prochain numéro de Bruxelles plus 4 degrés, on ira se promener en forêt de Soignes. On prendra des nouvelles de nos cours d'eau. On s'intéressera aux conséquences du changement climatique sur la faune et la flore en région bruxelloise. Il est temps pour moi de remercier Léo Van Broek, Rafik Md, Cathy Clairbeau, François Gemène, Jean-Pascal Van Ypperzel et Frank Patein d'avoir répondu à nos questions. La musique du générique est toujours issue du morceau Global Warming du guitariste bruxellois Philippe Catherine. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 3.